le syndrome des personnes chanceuses. Le mythe de la chance. Nous avons tous entendu les histoires de personnes qualifiées de chanceuses, que ce soit l'entrepreneur qui a propulsé sa start-up au bon moment, l'écrivain qui a signé un énorme contrat d'édition, ou l'artiste venant de nulle part qui devient une célébrité du jour au lendemain. On les envie, on les jalouse même. Ils ont tellement de chance, nous disons avec une pointe d'amertume. Mais qu'est-ce que la chance, au juste? Le fruit d'un simple hasard aveugle, un coup du destin insondable, ou y a-t-il plus que cela? Dans ce livre, je vais remettre en question cette conception de la chance comme étant purement aléatoire et imprévisible. Je soutiendrai que la chance n'est pas une force extérieure mystérieuse, mais quelque chose que nous pouvons, dans une certaine mesure, influencer et attirer dans nos vies. Bien sûr, le hasard existe et joue un rôle. Mais en cultivant certains états d'esprit, habitudes et comportements spécifiques, nous augmentons considérablement nos probabilités de rencontrer ces opportunités chanceuses. C'est une approche délibérée qui transforme la chance en un phénomène beaucoup plus fiable et concret. Au fil des chapitres, nous explorerons les principes fondamentaux et les stratégies pratiques pour devenir une véritable personne chanceuse. Chapitre 1. La chance n'est pas un trait inné. Contrairement à une croyance populaire, la chance n'est pas une caractéristique fixe avec laquelle on naîtrait. Ce n'est pas parce que vous avez connu des revers de fortune par le passé que vous êtes voué à une vie de malchance. De même, ceux qui semblent avoir la chance facile aujourd'hui ne resteront pas éternellement chanceux s'ils n'entretiennent pas les bonnes habitudes. La chance est quelque chose qui se cultive et se développe. Prenons l'exemple de deux personnes, Alice et Bob. Alice semble avoir toujours eu la vie facile. Elle a grandi dans une famille aimante et aisée, a réussi brillamment ses études, a décroché son premier emploi sans difficulté et a rencontré l'amour très jeune. Bob, quant à lui, a connu une enfance difficile dans un milieu défavorisé, a dû travailler dur pour obtenir son diplôme et enchaîne les petits boulots précaires sans trouver sa voie. À première vue, on pourrait croire qu'Alice est naturellement chanceuse, tandis que Bob est voué à une vie de galère. Pourtant, si on y regarde de plus près, les choses sont plus nuancées. Certes, Alice a bénéficié d'un environnement propice pour s'épanouir, mais elle a aussi fait preuve de qualités personnelles, comme la curiosité, l'ouverture d'esprit et la persévérance qui lui ont permis de saisir les opportunités qui se présentaient. Bob, malgré un départ dans la vie plus compliqué, possède lui aussi des atouts, comme la débrouillardise, la résilience et la créativité, qui pourraient bien faire tourner la chance en sa faveur à l'avenir. Ce que cet exemple illustre, c'est que la chance n'est pas une donnée immuable et figée. Nos circonstances de départ ont certes une influence, mais elles ne déterminent pas tout. C'est notre façon d'interagir avec les événements, de réagir face aux opportunités et aux difficultés, qui va moduler notre chance sur le long terme. Un enfant naturellement doué pour le piano aura certes un avantage initial pour devenir un grand musicien. Mais sans un travail régulier, une pratique assidue, un sens de la discipline, il finira tôt ou tard par être dépassé par des personnes pourtant moins douées, mais plus persévérantes. De même, une personne ayant connu une enfance difficile pourra transcender ses circonstances de départ en cultivant des qualités comme la ténacité, la créativité et l'optimisme. Prendre conscience que la chance n'est pas une caractéristique innée est en soi libérateur. Cela signifie que nous avons tous en nous le potentiel d'attirer davantage de chance dans nos vies, quel que soit notre passé et nos circonstances actuelles. C'est une question d'état d'esprit, de choix quotidiens et de façon d'interagir avec le monde. Il est intéressant de noter que cette idée que la chance n'est pas innée trouve un écho dans de nombreux domaines. En psychologie, on parle de locus de contrôle, pour décrire la façon dont les individus perçoivent leur capacité à influencer les événements de leur vie. Les personnes avec un locus de contrôle interne ont tendance à croire que leur destin est largement entre leurs mains, tandis que ceux avec un locus de contrôle externe attribuent ce qui leur arrive à des facteurs extérieurs comme la chance, le hasard ou le pouvoir des autres. Or, de nombreuses études ont montré que les personnes avec un locus de contrôle interne ont tendance à être plus résilientes, plus persévérantes
et plus épanouies dans leur vie. Elles voient les difficultés comme des défis à relever plutôt que comme des fatalités et sont plus proactives pour saisir les opportunités qui se présentent. En d'autres termes, elles ont intégré l'idée que leur chance dépend largement d'elles-mêmes. Dans le domaine de la sociologie, le concept de méritocratie repose lui aussi sur l'idée que la réussite et la chance ne sont pas une question de naissance, mais de talent et d'effort individuel. Dans une société méritocratique idéale, chacun aurait les mêmes chances de s'élever socialement grâce à ses compétences et sa volonté, indépendamment de ses origines. Bien que la réalité soit souvent plus nuancée, avec de nombreux biais et inégalités structurelles, ce principe montre bien que l'idée d'une chance innée est de plus en plus remise en question. Même dans le domaine de la génétique, qui pourrait sembler à première vue le terreau idéal pour une conception innéiste de la chance, les choses ne sont pas si simples. Certes, notre patrimoine génétique influence grandement des choses comme notre santé, nos prédispositions à certaines maladies, nos traits de caractère, etc. Mais l'épigénétique a montré que nos gènes ne sont pas une fatalité. Notre environnement et notre mode de vie peuvent activer ou désactiver certains gènes, modulant ainsi leur expression. Là encore, nous avons plus de marge de manœuvre qu'il n'y paraît pour favoriser notre bonne fortune. Maintenant, il serait naïf et réducteur d'en conclure que nous avons un contrôle total sur notre chance. Il y aura toujours une part d'aléatoire, d'imprévisible et de hasard dans nos vies, des choses qui échappent à notre volonté. Nul ne choisit l'époque, le lieu ou la famille dans lesquelles il naît, et ces circonstances initiales ont un impact indéniable. De même, nous sommes tous exposés à des coups du sort, heureux ou malheureux, qui bouleversent nos plans sans qu'on n'y puisse rien. Mais reconnaître cette part d'incontrôlable ne doit pas nous faire renoncer à cultiver notre chance. C'est justement parce que tout n'est pas joué d'avance que nos efforts ont un sens. Chacun de nous a en lui un potentiel unique qu'il peut faire fructifier s'il s'en donne les moyens, quelles que soient ses circonstances de départ. Et c'est en développant des qualités comme la résilience, l'optimisme, la créativité et l'audace que nous devenons plus aptes à rebondir face aux aléas de la vie et à saisir les opportunités quand elles se présentent. L'histoire est riche d'exemples de personnes qui, parties de rien ou ayant connu de grandes épreuves, ont su faire mentir les pronostics et renverser leurs chances à force de détermination. Pensez à Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance marquée par la pauvreté et les abus pour devenir une des femmes les plus influentes et les plus riches du monde. Ou à Stephen Hawking, qui a produit ses travaux scientifiques les plus brillants alors qu'il était cloué dans un fauteuil roulant par la maladie de Charcot. Leur point commun, ils ont refusé de se voir comme des victimes de la malchance et ont mobilisé leurs ressources intérieures pour tracer leur propre voie. Bien sûr, tout le monde n'a pas l'étoffe d'un Oprah Winfrey ou d'un Stephen Hawking. Mais leur parcours montre bien que la chance n'est pas une question de tout ou rien, un trait immuable qui condamnerait certains au malheur et d'autres au succès permanent. C'est un potentiel qui sommeille en chacun de nous, une graine qu'il nous appartient de faire germer et fleurir jour après jour. Comment ? En cultivant un état d'esprit positif, tourné vers les opportunités plutôt que les limitations, en définissant des objectifs motivants et en nous donnant les moyens de les atteindre, en osant sortir de notre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons, en apprenant de nos erreurs plutôt que de nous laisser abattre par les échecs, en entretenant notre curiosité et notre goût d'apprendre, en prenant soin de nos relations et en faisant preuve de générosité. Bref, en devenant acteur de notre chance plutôt que spectateur passif. Cela ne veut pas dire de nier les difficultés de la vie ou de tomber dans un optimisme béate. Il y aura toujours des hauts et des bas, des joies et des peines. Mais en voyant la chance comme une compétence à développer plutôt qu'un coup de dé inaccessible, nous augmentons considérablement nos chances de trouver un équilibre et un épanouissement durable. Chapitre 2. La chance n'est pas qu'une question de hasard. Bien que les coïncidences heureuses jouent un rôle, réduire la chance à une pure question de probabilité statistique serait une grave erreur. Il y a des facteurs psychologiques et comportementaux déterminants
qui maximise vos chances de saisir une opportunité inopinée quand elle se présente. Prenons l'exemple classique de la personne qui gagne au loto. À première vue, il s'agit d'un pur coup de chance, le fruit d'une probabilité infime. Pourtant, même dans ce cas extrême, la chance n'est pas qu'une question de hasard. Déjà, le simple fait d'avoir acheté un billet est un acte volontaire qui augmente les chances de gagner, aussi infime soit-elle, par rapport à quelqu'un qui n'a pas joué du tout. Ensuite, le choix des numéros, s'il est fait de manière réfléchie, date d'anniversaire, numéro fétiche, etc., relève là aussi d'une démarche active plutôt que d'un pur hasard. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est ce que le gagnant va faire de cette chance soudaine. Combien de nouveaux millionnaires ont dilapidé leur fortune en quelques années par manque de discernement? Et combien ont su, au contraire, faire fructifier ce coup de pouce du destin par des choix judicieux? C'est bien là la preuve que même le hasard le plus total ne suffit pas. C'est notre réaction, notre état d'esprit et nos décisions qui vont transformer ou non cette opportunité en succès durable. Cela est encore plus vrai dans des domaines où le hasard joue un rôle moins prépondérant, comme la vie professionnelle ou les relations. Prenons l'exemple d'une rencontre décisive, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. On dit souvent c'était un pur hasard, on s'est rencontrés par chance. Et il est vrai qu'il y a souvent une part de coïncidence et de timing dans ces rencontres qui changent une vie. Mais là encore, le hasard n'explique pas tout. D'abord, pour que cette rencontre ait lieu, il faut souvent avoir fait des choix en amont, consciemment ou inconsciemment. Choisir de se rendre à telle soirée, d'accepter telle invitation, de postuler pour tel emploi. Autant de décisions qui nous mettent sur la route de certaines personnes plutôt que d'autres. Ensuite, une fois la rencontre faite, c'est notre attitude qui va faire la différence. Saurons-nous saisir cette opportunité, montrer notre intérêt, créer une connexion, ou laisserons-nous passer notre chance par timidité, par passivité ou par manque de discernement? Ce qui est fascinant, c'est que nous avons souvent l'impression que ces rencontres décisives arrivent par hasard, alors qu'en y regardant de plus près, on se rend compte qu'elles sont le fruit d'une multitude de petits choix et d'actions de notre part. C'est un peu comme si nous semions constamment des graines, sans toujours nous en rendre compte, et que certaines d'entre elles finissent par germer et porter des fruits inattendus. Le psychologue Richard Wiseman, auteur du livre The Luck Factor, a mené des recherches passionnantes sur ce qui distingue les gens qui se disent chanceux de ceux qui se considèrent malchanceux. Et il a découvert que, au-delà des circonstances extérieures, c'est surtout une question d'état d'esprit et de comportement. Selon lui, les gens chanceux partagent 4 caractéristiques principales. Ils maximisent les opportunités de chance. Ils sont curieux, ouverts aux nouvelles expériences et font preuve de flexibilité mentale. 2. Ils écoutent leur intuition. Ils prêtent attention à leurs pressentiments et agissent en conséquence, même si cela les pousse hors de leur zone de confort. 3. Ils s'attendent à ce que la chance soit de leur côté. Cette attente positive agit souvent comme une prophétie autoréalisatrice. 4. Ils transforment la malchance en bonne fortune. Quand les choses tournent mal, ils trouvent un moyen de tirer un enseignement ou un bénéfice de la situation. À l'inverse, les gens malchanceux ont tendance à être plus routiniers, rigides dans leur façon de penser, à ignorer leurs intuitions et à se focaliser sur le négatif. Ils passent ainsi à côté de nombreuses occasions favorables, non par manque de chance objective, mais par incapacité à les saisir. Ce qui est intéressant, c'est que Richard Wiseman est allé plus loin que le simple constat. Il a mené des expériences pour voir s'il était possible d'augmenter sa chance en adoptant délibérément les comportements des gens chanceux. Et les résultats sont édifiants. En quelques semaines, des personnes qui se considéraient comme chroniquement malchanceuses ont vu leur vie changer de façon spectaculaire, simplement en modifiant leur façon de penser et d'agir. Cela montre bien que la chance n'est pas qu'une question de hasard ou de circonstances extérieures. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de mentalité et de choix quotidiens. Nous avons plus de contrôle que nous ne le pensons sur notre bonne fortune. Pas un contrôle total, certes, mais une influence certaine.
Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces hasards chanceux ne surviennent pas dans n'importe quel contexte, ni à n'importe qui. Ils arrivent à des personnes qui ont développé une certaine façon de penser et d'agir, une ouverture à l'inattendu et une capacité à faire des liens entre des éléments disparates. Le psychologue Gary Klein a étudié en détail ces moments d'insight, ces éclairs de génie qui semblent tomber du ciel. Et il a montré qu'ils sont en réalité le fruit d'un long processus de maturation inconsciente, où l'esprit accumule et relie des informations de façon non linéaire jusqu'à ce qu'une nouvelle idée émerge soudainement à la conscience. Le hasard final n'est que la partie visible de l'iceberg, le résultat d'un cheminement mental largement souterrain. C'est pourquoi les personnes créatives et innovantes ont souvent des rituels et des pratiques qui favorisent cette forme de pensée divergente et analogique. Ils cultivent la curiosité, s'exposent à des domaines variés, notent leurs idées dans des carnets, pratiquent le brassage d'idées et la cartographie mentale ou d'autres techniques de stimulation créative. Autant de façons de provoquer le hasard en créant un terreau mental propice aux insights inattendus. Dans tous ces cas, la chance apparente est en grande partie le fruit de choix, d'efforts et de qualités personnelles. Bien sûr, le hasard joue toujours un rôle et il serait illusoire de penser que nous contrôlons totalement notre destin. Mais nous avons beaucoup plus de marge de manœuvre que nous ne le croyons pour influencer notre bonne fortune. Alors, comment devenir un aimant à chance? Par où commencer? Voici quelques pistes à explorer. Cultivez votre curiosité et votre ouverture d'esprit. Intéressez-vous à de nouveaux sujets, lisez en dehors de vos domaines habituels, lancez-vous des défis inédits. Élargissez votre réseau. Rencontrez de nouvelles personnes, participez à des événements variés, n'hésitez pas à sortir de votre cercle habituel. Entraînez-vous à voir le bon côté des choses. Dans chaque difficulté, cherchez ce que vous pouvez en apprendre ou en retirer de positif. Faites confiance à votre intuition. Si une opportunité vous fait vibrer, même si elle vous semble un peu folle, foncez. Fixez-vous des objectifs et visualisez-les comme déjà atteints. Cette clarté d'intention est un puissant aimant à chance. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Un organisme équilibré et un mental apaisé sont des terreaux fertiles pour que la chance s'épanouisse. Soyez généreux et bienveillant avec les autres. La bonté attire la bonté, c'est la loi de l'attraction à l'œuvre. Chapitre 3. La chance ne tombe pas du ciel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir toute la chance du monde? Elles décrochent le job de leurs rêves après une seule candidature, trouvent l'amour au coin de la rue, voient toutes leurs entreprises couronnées de succès. À les regarder, on pourrait croire qu'une bonne fée s'est penchée sur leur berceau et leur a accordé une vie bénie des dieux, sans qu'ils n'aient à lever le petit doigt. Il y a même une expression consacrée pour ça. On dit qu'ils ont une chance de cocu. Comme si le destin, dans son infinie bonté, avait décidé de les couvrir de ses bienfaits sans raison particulière au détriment des autres mortels. Face à une telle injustice apparente, il est tentant de baisser les bras et de se dire qu'il y a deux catégories de gens, les chanceux et les autres, et que cette répartition est aussi immuable qu'arbitraire. Pourtant, en regardant de plus près le parcours de ces chanceux chroniques, on se rend compte que leur succès apparent n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas un coup de baguette magique ou un alignement miraculeux des planètes. C'est le résultat d'un long processus, d'un travail de l'ombre, d'une préparation minutieuse dont on ne voit que le résultat final. C'est le fruit de années d'efforts, de persévérance, d'apprentissage et souvent de revers douloureux. Prenons l'exemple de cet entrepreneur qui semble avoir le Midas des startups. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Chacune de ses idées devient un business florissant. On envie son flair, son instinct imparable pour les bons coups. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les milliers d'heures qu'il a passées à étudier son marché, à développer son réseau, à peaufiner ses produits. On ne voit pas les nuits blanches, les week-ends sacrifiés, les mois sans salaire, les échecs cuisants qui ont précédé chaque réussite. Son instinct est en réalité un savoir durement acquis, son flair, une expertise patiemment construite. Il en va de même pour cet athlète qui enchaîne les médailles et les records,
avec une facilité déconcertante. Ses adversaires ont l'impression qu'il est imbattable, qu'il a un don inné, une baraka qui le place au-dessus du lot. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les heures d'entraînement quotidien, le régime draconien, les sacrifices consentis depuis l'enfance pour sculpter ce corps et cet esprit de champion. Ce qu'ils prennent pour de la chance est en réalité le fruit d'une discipline de fer, d'une volonté implacable de repousser ses limites. Et que dire de cette actrice qui devient une star du jour au lendemain pour son premier rôle, du chanteur repéré par un producteur dans un bar et propulsé au sommet des charts en un rien de temps? On crie aux contes de fées, au destin extraordinaire, en oubliant les années de galère, les castings infructueux, les petits boulots pour payer le loyer entre 2 auditions. On ne voit pas le travail acharné sur la voix, le corps, la présence scénique. On ne voit pas la résilience face au refus, la foi inébranlable en son talent malgré les échecs. Leur chance insolente est avant tout le fruit d'une passion dévorante, d'une détermination à toute épreuve. Le problème, c'est que ce travail de l'ombre n'a rien de glamour ou d'exaltant. C'est un labeur souvent ingrat, fastidieux, qui ne porte ses fruits que sur le long terme. C'est beaucoup plus gratifiant de croire aux contes de fées, aux coups de pouce du destin, qu'à l'effort constant et souvent douloureux. C'est rassurant de se dire que la réussite est une question de chance, car cela nous dédouane de la responsabilité de notre propre succès ou échec. Si tout n'est qu'une loterie cosmique, alors nous ne sommes que des jouets passifs entre les mains de la fatalité. Mais c'est là une vision bien consolante et démobilisatrice de la vie. Elle nous maintient dans une posture infantile, dans l'attente de l'hypothétique bonne étoile qui viendrait exaucer nos vœux. Elle nous empêche de prendre notre destin en main, de devenir les sculpteurs de notre propre chance. Car si la fortune est aveugle et volage, si elle distribue ses bienfaits de façon aléatoire, à quoi bon faire des efforts? À quoi bon se lancer dans de longues études, travailler dur, prendre des risques, persévérer malgré les revers? C'est toute la différence entre la mentalité du joueur de casino et celle de l'entrepreneur. Le premier mise tout sur un coup de dé, sur une combinaison gagnante qui viendrait par magie renflouer ses poches. S'il gagne, c'est la preuve que la chance lui sourit. S'il perd, c'est la faute à pas de chance. Son sort dépend entièrement de forces qui le dépassent, sur lesquelles il n'a aucune prise. L'entrepreneur, lui, croit au pouvoir de l'effort et du calcul. Il sait que chaque réussite est le fruit d'un long processus de maturation, que chaque coup de chance apparent est en réalité préparé en amont par un travail acharné. Il ne compte pas sur la fortune, mais la provoque par son action déterminée et intelligente. Bien sûr, il serait naïf et présomptueux de croire que nous avons le contrôle total sur notre destin. Il y aura toujours une part d'aléatoire, d'imprévu, de chance au sens premier du terme dans nos vies. Nous pouvons travailler dur et ne pas voir nos efforts récompensés, du moins pas dans l'immédiat. Nous pouvons faire tous les bons choix et nous heurter malgré tout à des circonstances défavorables, à des coups du sort qui viennent bouleverser nos plans. Nul n'est à l'abri d'une maladie, d'un accident, d'une crise économique ou d'un drame familial. Mais reconnaître cette part d'aléa ne doit pas nous faire basculer dans la vision opposée, celle d'un monde gouverné uniquement par le hasard, où nos actions n'auraient aucun poids. C'est dans la nuance subtile entre ces deux extrêmes que se trouve la vérité. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous avons une marge de manœuvre réelle pour faire pencher la balance en notre faveur. Nous ne sommes pas les jouets impuissants d'un destin capricieux, mais nous ne sommes pas non plus les maîtres absolus de notre sort. Nous sommes des co-créateurs actifs de notre réalité, en dialogue constant avec les forces de l'univers. C'est une danse subtile, un jeu d'équilibriste entre l'effort et le lâcher-prise, entre la volonté et l'abandon. Il s'agit de faire tout notre possible, de donner le meilleur de nous-mêmes, mais sans attache excessive aux résultats. De définir une direction et de mettre toutes nos forces dans la bataille, mais sans perdre de vue que le chemin compte autant que la destination. De persévérer face aux obstacles, mais sans s'acharner contre des portes définitivement closes. De garder la foi en nos rêves, mais sans refuser les détours inattendus que nous propose parfois la vie.
C'est cet équilibre délicat que les grands sages et les âmes éveillées ont cultivé de tout temps. Ils savent que la chance n'est ni un caprice des dieux, ni un fruit qui tombe tout cuit dans notre main. C'est une graine que nous semons et arrosons patiemment jour après jour, sans savoir exactement quand et comment elle va germer. C'est un potentiel que nous faisons grandir en nous à travers nos choix, nos actions, nos pensées, et qui finit par porter ses fruits de façon souvent inattendue. Il y a une belle image qui illustre ce processus. C'est celle de l'archer zen. Quand il décoche sa flèche, il ne vise pas directement la cible. Il vise au-delà, dans l'infini. Son but n'est pas d'atteindre le centre du cercle à tout prix, mais d'être pleinement présent à son geste, de ne faire qu'un avec son arc, sa flèche, sa respiration. Et c'est paradoxalement en lâchant la fixation sur le résultat qu'il a le plus de chances de l'atteindre. Car il a mis toute sa vie dans cet unique tir, sans pour autant y attacher son ego ou sa valeur. C'est cette posture intérieure que nous sommes invités à adopter face à la chance, celle d'un engagement total dans l'instant présent, détaché de ses fruits. Nous faisons de notre mieux, avec tout notre cœur et toute notre âme, mais sans exiger de la vie qu'elle se plie à nos désirs. Nous définissons un cap et donnons chaque jour le maximum pour nous en rapprocher, mais sans perdre de vue que le vent peut tourner à tout moment. Nous accueillons avec reconnaissance les opportunités et les bonheurs qui se présentent, sans pour autant nous y accrocher désespérément. Car c'est là le secret de ceux qui semblent chanceux. Ils ne courent pas après la chance, mais l'attirent à eux par leur façon d'être et d'agir. Ils dégagent une telle énergie de vie, une telle confiance en eux et en l'univers, que les bonnes choses viennent naturellement à eux. Ils ne forcent rien, ne s'acharnent sur rien, mais suivent le courant de leur inspiration avec une détermination tranquille. Ils savent que leur part est de semer consciencieusement et que celle de la vie est de faire pousser ses graines à sa façon et à son heure. Alors, si la chance vous semble bouder en ce moment, ne désespérez point. Ne cédez pas au cynisme facile qui voudrait que tout soit joué d'avance, que vos efforts ne servent à rien face à un destin implacable. C'est votre impatience qui parle, votre peur de l'échec, votre découragement passager. En réalité, vous semez chaque jour, sans toujours le savoir, les graines de votre bonheur à venir. Chacun de vos choix, de vos actes, de vos pensées est un coup de pouce donné à la roue de la fortune. Alors continuez avec la foi du paysan qui jette ses graines dans la terre retournée. Vous ne savez pas si la récolte sera à la hauteur de vos espérances, ni si les aléas du climat l'épargneront toujours. Mais vous savez qu'il n'y a pas de plus belle façon de vivre que de donner le meilleur de vous-même en chaque instant. Et vous avez la profonde intuition que la vie vous le rendra au centuple, sous une forme ou sous une autre, au moment et sous la forme qui vous conviennent le mieux. Tel le bambou japonais qui ne germe que 5 ans après sa plantation, votre victoire est déjà en route. Vos efforts quotidiens, votre persévérance, votre foi inébranlable en vos rêves sont les engrais silencieux de votre fortune à venir. Un jour, qui sait, vous récolterez au centuple ce que vous aurez patiemment semé dans l'ombre. Et les autres s'extasieront devant votre chance incroyable, sans voir l'immense labeur intérieur qui l'a rendu possible. Finalement, croire en sa chance, ce n'est pas attendre passivement les faveurs du ciel, c'est se faire chaque jour, en pensée et en acte, le co-créateur conscient de son destin. C'est se savoir digne de réussir et d'être heureux, non par un privilège divin arbitraire, mais par la qualité de son engagement dans la vie. C'est choisir de voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance, chaque échec comme un tremplin vers le succès, chaque jour comme un nouveau départ riche de promesses. Car en définitive, il n'existe peut-être pas de chance au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a que des rendez-vous que nous provoquons sans cesse avec la vie par notre façon de répondre à ses sollicitations. Ces rendez-vous, nous pouvons choisir de les manquer en restant recroquevillés sur nos peurs et nos incrédulités. Ou nous pouvons choisir de nous y présenter les bras et le cœur grand ouverts, prêts à accueillir les merveilles que l'existence nous réserve. Ce choix, personne ne peut le faire à notre place. C'est à chacun de décider s'il veut être une feuille ballottée par le vent ou un arbre solidement enraciné qui tend ses branches vers le ciel.
une victime plaintive des circonstances ou un créateur audacieux de sa propre épopée. Un malchanceux chronique qui maudit le sort ou un chanceux autoproclamé qui bénit chaque instant. Je ne sais pas pour vous, mais mon choix est fait depuis longtemps. Je choisis de croire en ma chance, non comme un cadeau tombé du ciel, mais comme le fruit béni de mes efforts quotidiens pour devenir la meilleure version de moi-même. Je choisis de voir la vie non comme un juge sévère et partial, mais comme un partenaire bienveillant et généreux qui ne demande qu'à m'offrir ses trésors. Je choisis de faire confiance au processus mystérieux par lequel tous mes pas, même les plus hésitants et maladroits, me rapprochent inexorablement de mon plus grand épanouissement. Et vous, quel est votre choix? Continuerez-vous à voir la chance comme une loterie cruelle et imprévisible sur laquelle vous n'avez aucune prise? Ou déciderez-vous, à partir d'aujourd'hui, de prendre les rênes de votre destin et de devenir l'aimant vivant de votre propre fortune? La réponse vous appartient. Mais une chose est sûre, elle ne déterminera pas seulement votre degré de chance au sens commun du terme. Elle déterminera la saveur, la profondeur, l'intensité de toute votre existence. Chapitre 4. Le piège de la mentalité de victime. Au cours des chapitres précédents, nous avons vu que la chance n'est ni une caractéristique innée et figée, ni une pure question de hasard. C'est une dynamique subtile qui se joue à la frontière entre les circonstances extérieures et notre façon d'y répondre, entre les opportunités qui se présentent et notre capacité à les saisir. En un mot, c'est une danse perpétuelle entre ce qui nous arrive et ce que nous en faisons. Mais pour entrer pleinement dans cette danse, pour devenir les co-créateurs actifs de notre chance, il nous faut d'abord nous défaire d'un piège mental aussi répandu que pernicieux, celui de la mentalité de victime. C'est peut-être le plus grand obstacle qui nous empêche de prendre en main notre destin et d'attirer à nous les succès et les bonheurs que nous désirons. Qu'est-ce que la mentalité de victime? C'est la tendance à se percevoir comme un jouet impuissant des circonstances, un éternel malchanceux qui subit passivement les coups du sort. C'est le sentiment d'être perpétuellement floué par la vie, de ne pas avoir les mêmes chances que les autres, d'attirer comme par magnétisme les problèmes et les échecs. C'est la certitude lancinante que le monde est contre nous, que les dés sont pipés d'avance, qu'il est inutile d'essayer puisque de toute façon ça ne marchera pas. Nous connaissons tous des personnes qui semblent camper dans cette posture victimaire. Elles ont toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi les choses tournent mal. C'est la faute de leur patron, de leur conjoint, de leur famille, de la société, de l'économie, du gouvernement, de la malchance chronique. Jamais elles ne remettent en question leur propre responsabilité. Jamais elles ne cherchent ce qu'elles pourraient changer en elles-mêmes pour obtenir des résultats différents. Leur vie n'est qu'une longue litanie de plaintes, de regrets et d'amertume. Le problème, c'est que cette mentalité de victime est profondément toxique et autoréalisatrice. À force de se percevoir comme un perdant né, on finit par le devenir pour de bon. On passe à côté des opportunités parce qu'on ne les voit même plus, persuadé qu'on est qu'elles sont réservées aux autres. On sabote inconsciemment ses chances de réussite, comme pour se prouver qu'on avait raison de ne pas y croire. On dégage une énergie négative et répulsive qui éloigne les gens et les situations positives. On s'enfonce, chaque jour un peu plus dans le cercle vicieux de l'impuissance apprise et de la résignation. Mais d'où vient cette mentalité de victime? Pourquoi est-elle si répandue, y compris chez des gens par ailleurs intelligents et compétents? Quels sont les mécanismes psychologiques qui la sous-tendent et comment s'en libérer? Il y a d'abord, bien sûr, une question d'éducation et de conditionnement. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles ou des milieux où la plainte et la critique étaient le mode de communication par défaut, où l'on apprenait très tôt à rejeter la faute sur les autres, à se défausser de ses responsabilités, à attendre que les choses nous soient données plutôt que de les provoquer, où le succès était vu avec méfiance, voire hostilité, comme le fait de privilégiés ou de profiteurs, tandis que l'échec et la médiocrité étaient presque valorisés comme un signe d'appartenance au clan des opprimés et des victimes. Ce conditionnement négatif est renforcé par une société qui, à bien des égards,
cultive et entretient la mentalité de victime. Les médias se délectent des histoires de gens ordinaires, broyés par un destin cruel et impitoyable. La publicité joue en permanence sur nos complexes et nos frustrations pour nous vendre des solutions miracles. Le discours ambiant valorise la plainte et l'assistanat plutôt que la prise en main et la responsabilité individuelle. Tout concourt à nous faire croire que nous sommes les jouets impuissants de forces qui nous dépassent et que notre seul espoir est de nous en remettre à une hypothétique aide extérieure. Mais au-delà de ces influences socio-culturelles, la mentalité de victime répond aussi à des besoins psychologiques profonds. Paradoxalement, elle peut être une forme de protection et de confort face à un monde perçu comme menaçant et imprévisible. Tant qu'on se voit comme une victime, on n'a pas à assumer la responsabilité de ses échecs et de ses frustrations. On peut continuer à se complaire dans le statu quo sans avoir à prendre les risques et faire les efforts qu'implique un vrai changement. On peut préserver son ego des remises en question douloureuses et des échecs potentiels. Être une victime, finalement, c'est rester dans sa zone de confort en se déchargeant sur les autres du poids de son destin. C'est en cela que la mentalité de victime est une véritable prison mentale. Elle nous enferme dans un rôle figé et passif où rien n'est vraiment possible, puisque tout est de la faute des autres et des circonstances. Elle nous coupe de notre pouvoir créateur en nous faisant croire que nous n'avons aucune marge de manœuvre pour changer les choses. Elle nous maintient dans un état d'impuissance et de dépendance infantile, en attente perpétuelle d'un sauveur ou d'un miracle qui viendrait régler tous nos problèmes à notre place. Bref, elle nous empêche de devenir les acteurs conscients et responsables de notre vie. Comment sortir de cette prison? La première étape est de prendre conscience de notre propre mentalité de victime, là où elle se niche dans nos pensées et nos comportements. C'est un travail d'honnêteté et de lucidité souvent inconfortable, car il nous oblige à regarder en face nos incohérences et nos lâchetés. Mais c'est un passage obligé pour qui veut reprendre les rênes de son existence et devenir le créateur de sa chance. Voici quelques indices qui peuvent vous mettre sur la piste. Vous avez sûrement une mentalité de victime. Si vous avez souvent l'impression que la vie est injuste et s'acharne sur vous, vous passez plus de temps à vous plaindre et à critiquer qu'à chercher des solutions. Vous avez tendance à rejeter la faute sur les autres ou les circonstances dès que quelque chose ne va pas. Vous vous comparez souvent aux autres de façon négative en vous disant « Eux, ils ont de la chance, pas moi ». Vous attendez que les choses s'arrangent d'elles-mêmes ou que quelqu'un vienne vous sauver. Vous doutez de votre capacité à provoquer de vrais changements dans votre vie. Vous préférez rester dans des situations insatisfaisantes plutôt que de prendre des risques. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, félicitations. Vous venez de faire un premier pas décisif vers votre libération, car on ne peut changer que ce que l'on a d'abord reconnu et accepté. En prenant conscience de votre mentalité de victime, vous entr'ouvrez déjà la porte de votre prison mentale. Vous vous donnez la possibilité d'une alternative, d'une autre façon de voir et d'interagir avec le monde. L'étape suivante consiste à transformer progressivement cette vision victimaire en une vision responsable et créatrice. C'est un travail de tous les instants qui demande de la vigilance et de la persévérance. Car nos schémas mentaux négatifs ont la vie dure, et il est facile de retomber dans nos vieilles habitudes de pensée dès que nous baissons la garde. Mais avec de la pratique et de la détermination, il est possible de reprogrammer son mental pour en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer plutôt que sur ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais vous pouvez toujours choisir votre façon d'y répondre. Chassez la plainte et la critique de votre vocabulaire. À chaque fois que vous vous surprenez à pester contre votre sort, transformez votre frustration en une question constructive. Que puis-je apprendre de cette situation? Que puis-je faire pour l'améliorer? Cessez de vous comparer aux autres de façon envieuse et dépréciative. La vie n'est pas une compétition où il faudrait faire mieux que le voisin. C'est un voyage unique où chacun avance à son rythme en fonction de son point de départ et de ses objectifs. Concentrez-vous sur votre chemin
plutôt que sur celui des autres. Cultivez la gratitude pour tout ce qui marche bien dans votre vie, plutôt que de ruminer sur ce qui ne va pas. Tenir un journal des petites et grandes choses pour lesquelles on est reconnaissant est un puissant antidote contre la mentalité de victime. Osez sortir de votre zone de confort en vous lançant des défis adaptés. Fixez-vous des objectifs motivants et prenez chaque jour une action, même minime, pour vous en rapprocher. Célébrez chacune de vos victoires, apprenez de chacun de vos échecs. Développez une image positive et bienveillante de vous-même. Plutôt que de vous dévaloriser en permanence, apprenez à vous encourager et à vous féliciter comme vous le feriez pour un ami. Traitez-vous avec la même générosité et la même compassion que vous accordez aux autres. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous tirent vers le haut plutôt que de vous enfoncer dans la plainte. Cherchez des mentors, des modèles, des alliés qui croient en votre potentiel et vous soutiennent dans vos efforts. En intégrant progressivement ces nouveaux modes de pensée et d'action, vous créez un terrain psychologique de plus en plus favorable à la chance et à la réussite. Vous devenez de plus en plus imperméable aux contrariétés et aux revers, car vous savez que vous avez en vous les ressources pour rebondir et transformer les obstacles en opportunités. Vous dégagez une énergie de plus en plus positive et confiante qui attire naturellement à vous les gens et les situations en phase avec vos objectifs. Sans forcément vous en rendre compte, vous devenez chaque jour un peu plus l'aimant vivant de votre propre destin. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile et agréable. La vie reste la vie, avec son lot inévitable de hauts et de bas, de défis et de contrariétés. Mais en vous libérant de la mentalité de victime, vous ne les subissez plus passivement comme des coups du sort immérités. Vous les accueillez comme des occasions d'apprentissage et de dépassement, des tremplins vers une version toujours plus forte et plus sage de vous-même. Vous en faites les jalons héroïques de votre légende personnelle plutôt que les preuves accablantes de votre malchance chronique. Se défaire de la mentalité de victime, c'est en fin de compte passer d'une vision tragique et fataliste de l'existence à une vision épique et entreprenante. C'est refuser d'être le jouet passif d'un destin tout-puissant pour devenir le héros actif de sa propre aventure. C'est troquer le confort étouffant des excuses et des plaintes contre le frisson vivifiant du risque et du dépassement. C'est renoncer à la triste posture de l'éternel perdant pour endosser avec fierté le costume flamboyant du créateur audacieux. Cela demande certes du courage, de l'effort et de la persévérance. Il est tellement plus facile de se complaire dans son malheur en accusant la terre entière que de retrousser ses manches et devenir l'artisan obstiné de ses miracles quotidiens. La mentalité de victime a ceci de pernicieux qu'elle est comme une vieille compagne familière dont on a du mal à se détacher, même quand on sait qu'elle nous détruit à petit feu. Mais ce difficile travail de désintoxication est à la mesure des trésors qu'il promet. Car quelle plus belle victoire que de se réapproprier enfin la paternité de sa destinée. Quel plus grand pouvoir que celui de faire fleurir sa chance sous ses pas. Quelle plus haute réalisation de soi que de transmuter ses fers imaginaires en ailes créatrices. En s'arrachant à la prison de la victimisation, on gagne bien plus qu'un regain d'optimisme ou une vague augmentation de ses chances de succès. On change littéralement de dimension existentielle. On passe de spectateur à acteur, de critiqué à créateur, de problème à solution. On embrasse enfin sa vraie stature d'être libre et souverain. Cette liberté et cette souveraineté, vous en êtes digne. Quel que soit votre passé, vos échecs, vos blessures, quelles que soient les excuses et les auto-sabotates derrière lesquelles vous vous êtes retranché. Au plus profond de vous, n'y a-t-il pas une flamme inextinguible qui ne demande qu'à embraser votre destin? Un cri puissant qui exige de faire de votre vie un chef-d'œuvre plutôt qu'un naufrage. C'est de là que jaillit votre force invincible, votre magie créatrice, votre chance illimitée. De ce refus viscéral d'être réduit à une pauvre chose soumise au hasard et à l'adversité. De cette détermination farouche à devenir toujours plus brillamment qui vous êtes. Chapitre 5. L'illusion du contrôle total. Dans notre quête pour devenir les forgerons de notre chance, il est un autre piège dans lequel il est facile de tomber.
celui de croire que nous pouvons tout contrôler, tout maîtriser, tout plier à notre volonté. C'est le pendant symétrique de la mentalité de victime que nous avons exploré au chapitre précédent. Là où cette dernière nous fait nous sentir impuissants face aux aléas de l'existence, l'illusion du contrôle total nous pousse à l'hubris inverse. Penser que rien ne peut nous résister si nous nous en donnons les moyens. Au premier abord, cette croyance peut sembler positive et propice à attirer la chance. Après tout, ne venons-nous pas de voir que notre état d'esprit et nos actions ont un impact décisif sur notre bonne fortune? Qu'en prenant notre vie en main de façon volontariste, nous devenons les co-créateurs actifs de notre destin. Vouloir garder le contrôle pourrait donc apparaître comme une attitude saine et responsable face à l'existence. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que cette volonté de contrôle devient problématique quand elle est poussée à l'extrême. Quand elle se transforme en un besoin rigide et obsessionnel de tout régenter, de ne rien laisser au hasard, d'éradiquer la moindre incertitude. Quand la confiance en soi vire à la suffisance et la persévérance à l'acharnement aveugle, c'est là que la maîtrise se fait illusion et que la chance nous file paradoxalement entre les doigts. Car vouloir un contrôle absolu sur tous les aspects de notre vie est non seulement illusoire, mais aussi contre-productif. C'est méconnaître la part irréductible d'imprévisibilité et de mystère de l'existence. C'est nier l'incroyable complexité du réel et l'intrication infinie des causes et des effets qui échappent à notre entendement. C'est refuser la fluidité de la vie et les heureux hasards qu'elle sème sur notre route quand nous sommes disposés à les accueillir. Imaginons un instant ce que serait une vie où nous contrôlerions absolument tout. Plus de surprises, bonnes ou mauvaises, plus d'inattendus, de rencontres fortuites, de synchronicités étonnantes. Plus de place pour l'émerveillement, la découverte, le frisson de l'inconnu. Juste une succession mécanique d'événements planifiés et exécutés sans fausse note, un scénario implacable déroulé au millimètre, une partition jouée en boucle sans la moindre variation. Est-ce vraiment la vie dont nous rêvons? Et surtout, est-ce une vie où la chance pourrait se faufiler et nous combler de ses cadeaux? Car c'est bien là le paradoxe. En voulant tout verrouiller, nous nous fermons à ce que la chance a de plus beau et de plus grand à nous offrir. Nous devenons aveugles et sourds à ces coïncidences miraculeuses, ces opportunités inespérées, ces renversements salvateurs qui ne manquent jamais de se produire quand nous sommes réceptifs à leur magie. À trop vouloir régenter le cours des choses, nous passons à côté de ces cadeaux que la vie nous glisse dans des endroits inattendus, pour peu que nous sachions les débusquer. Mais comment se manifeste concrètement cette illusion du contrôle total? Voici quelques signes qui ne trompent pas. Vous souffrez probablement de ce syndrome si vous avez du mal à déléguer et à faire confiance, persuadé que vous êtes le seul à pouvoir faire les choses correctement. Vous passez un temps infini à planifier les moindres détails de vos projets, sans laisser de place à l'improvisation. Le moindre imprévu vous déstabilise et vous irrite, comme une offense à l'ordre que vous vous évertuez à maintenir. Vous ne supportez pas la critique et l'échec, les vivants comme des attaques intolérables à votre toute-puissance. Vous êtes constamment stressé et sur le qui-vive, comme si le monde allait s'écrouler au moindre relâchement de votre vigilance. Vous avez du mal à lâcher prise et à profiter de l'instant présent, toujours en train de cogiter et d'anticiper. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, il est probable que votre besoin de contrôle vous joue des tours et freine plus qu'il ne favorise votre épanouissement et votre réussite. Même si cela part souvent d'une bonne intention, celle de bien faire, d'optimiser vos chances de succès en ne laissant rien au hasard, cela finit souvent par produire l'effet inverse. En voulant trop serrer la vis, on finit par bloquer les engrenages subtils par lesquels la chance aime à se manifester. Car pour que la chance nous sourie, il faut aussi savoir lui laisser de la place, lui permettre de se faufiler dans les interstices de nos plans, à la jointure de nos certitudes, dans la brèche de nos routines trop bien rodées. Il faut accepter de desserrer un peu notre emprise sur le cours des choses, non pas par laxisme ou démission, mais par une forme supérieure de confiance. La confiance que même si tout ne se passe pas exactement comme prévu,
nous aurons les ressources pour faire face et rebondir. Que les à-côtés et les imprévus font partie intégrante du chemin et recèlent souvent des enseignements et des opportunités inattendues. C'est ce que j'appelle le contrôle souple, par opposition au contrôle rigide et absolu que nous pensons devoir exercer. C'est une forme de maîtrise qui intègre l'aléa et le non-contrôle, qui avance avec résolution vers son but tout en restant perméable à ce qui survient sur la route, qui fait son maximum pour réussir sans pour autant s'accrocher au résultat. C'est un art subtil, un équilibre délicat entre volonté et abandon, entre tension et détente, entre faire et laisser faire. Trouver cet équilibre n'est pas toujours chose aisée, surtout quand on a été habitué toute sa vie à fonctionner sur le mode du contrôle absolu. Cela demande de travailler sur les peurs et les croyances qui nous poussent à tout vouloir maîtriser, de remonter souvent à la racine de ce besoin intransigeant qui confine parfois à la manie. C'est un cheminement personnel, un travail sur soi en profondeur qui peut prendre du temps. Mais c'est un passage obligé si l'on veut vraiment entrer dans la danse subtile du hasard et de la nécessité. Souvent, ce besoin de contrôle absolu trouve sa source dans de vieilles peurs enfouies, des blessures non résolues, des schémas mentaux inadaptés. Peut-être avons-nous vécu des situations passées où nous nous sommes sentis totalement impuissants et à la merci des événements. Et nous nous sommes jurés inconsciemment que plus jamais ça, que plus jamais nous ne nous laisserions surprendre et balloter sans réagir. Le contrôle est alors devenu notre planche de salut, notre assurance tout risque contre les aléas de l'existence. Ou peut-être notre éducation nous a-t-elle appris que seule une maîtrise parfaite pouvait nous valoir l'approbation et l'amour de nos proches, qu'il fallait être fort, autonome, ne jamais rien laisser au hasard si l'on voulait être reconnu et estimé. Le contrôle s'est alors érigé en valeur cardinale, en gage ultime de réussite et de respectabilité. Gare à celui qui ferait montre de faiblesse ou d'hésitation, qui s'en remettrait à autre chose qu'à sa volonté propre. Notre société moderne, avec son culte de la performance et de la maîtrise, n'est pas non plus étrangère à cette pression du contrôle à tout prix. Partout, on nous enjoint d'avoir une prise maximale sur notre vie, de ne rien laisser échapper, de nous assurer contre tous les risques. On nous vante les mérites de l'organisation sans faille, de l'anticipation tous azimuts, de l'optimisation permanente. Et gare à celui qui n'est pas au taquet, qui se laisse un peu aller ou dépasser. Il est vite taxé d'incompétence ou d'irresponsabilité. Ainsi, entre notre histoire personnelle et les injonctions sociétales, il n'est pas étonnant que nous soyons nombreux à souffrir peu ou prou de cette illusion du contrôle absolu. Même si elle prend des visages différents selon les individus, maniaquerie, perfectionnisme, workaholisme, hypervigilance, elle puise souvent aux mêmes racines, la peur de l'inconnu, la croyance qu'on ne peut compter que sur soi, le refus de sa propre vulnérabilité. Pourtant, force est de constater que cette volonté de contrôle total est non seulement vaine, mais aussi contre-productive. Vaine, car la vie aura toujours le dernier mot. Nous aurons beau déployer des trésors d'organisation et de prévoyance, il y aura toujours un grain de sable pour enrayer notre belle mécanique, un événement imprévu pour déjouer nos plans les plus calibrés. C'est la loi même de l'existence que d'être fondamentalement imprévisible et de tous nos efforts pour la corseter et la prédire. Et contre-productive, car en cherchant à tout verrouiller, nous nous coupons des opportunités et des surprises que la vie pourrait avoir en réserve pour nous. Nous sommes tellement focalisés sur notre feuille de route que nous en ratons les cadeaux inopinés, les rencontres fortuites, les bifurcations heureuses qui pourraient donner une nouvelle ampleur à notre existence. Nous sommes tellement crispés sur le chemin que nous nous sommes fixés que nous nous interdisons toute créativité, toute spontanéité, tout possible émerveillement. Au final, le contrôle absolu est un leurre qui ne fait que restreindre notre champ des possibles et nous couper de ce que la vie a de plus savoureux à nous offrir, l'inattendu. Cet inattendu qui effraie tant quand on est prisonnier de l'illusion de la maîtrise, mais qui devient le terreau fertile de toutes les chances quand on apprend à l'apprivoiser. Car c'est bien dans la brèche de nos plans trop ficelés que le miracle aime à se glisser. C'est dans les interstices de nos certitudes
que le destin s'amuse à nous surprendre. C'est quand on accepte de lâcher un peu le volant que les plus belles destinations se révèlent. Alors, comment s'affranchir progressivement de cette illusion du contrôle absolu? Comment cheminer vers cette maîtrise souple et confiante qui intègre les aléas de l'existence au lieu de chercher vainement à les éradiquer? Voici quelques pistes à explorer. Accepter l'incertitude comme une donnée inhérente à la vie. Plutôt que de la voir comme une menace, en faire une alliée de notre créativité et de notre adaptabilité. Avoir des objectifs et des plans, mais les tenir du bout des doigts. Être prêt à les ajuster ou à en changer si les circonstances l'exigent. Comme le roseau de la fable, plier sans rompre. Faire son maximum et donner le meilleur de soi-même, puis lâcher prise sur le résultat. Gagner en sérénité et en détachement, en faisant confiance au processus de la vie. Cultiver foi et gratitude envers la bienveillance de l'existence. Partir du principe qu'il y a une intelligence supérieure qui œuvre dans les coulisses, au-delà de ce que notre petit moi peut appréhender. Apprivoiser son ego et ses peurs, les voir comme de fidèles serviteurs, mais de piètres maîtres. Prendre du recul quand ils cherchent à nous faire croire que tout repose sur nos seules épaules. S'entraîner au lâcher-prise dans les petites choses du quotidien. Accepter que tout ne soit pas toujours optimisé à 100%, que les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait voulu, et constater qu'il n'en est rien d'irrémédiable. Réintroduire de la souplesse et de l'aléatoire dans sa vie. Se laisser porter au gré des rencontres et des opportunités, se réserver des plages d'improvisation et d'imprévus, et goûter la joie de se laisser surprendre. En intégrant progressivement ces nouveaux modes de fonctionnement, en apprivoisant pas à pas notre besoin de contrôle, nous nous ouvrons à plus de fluidité et de magie dans notre existence. Plutôt que de ramer à contre-courant en voulant soumettre le monde à notre volonté, nous apprenons à surfer avec souplesse sur la vague de la vie, utilisant les forces en présence plutôt que de nous y opposer vainement. Loin de la passivité ou de la démission, cette posture est au contraire le signe d'une grande force intérieure, d'une profonde confiance dans le processus de l'existence. Cette confiance ne signifie pas que tout sera toujours rose et facile. Il y aura encore des obstacles, des contrariétés, des moments où les choses sembleront nous échapper totalement. Mais au lieu de les vivre comme des affronts insupportables à notre toute-puissance, nous pourrons les accueillir comme autant d'invitations à lâcher le contrôle, à nous ouvrir à l'inconnu, à faire confiance malgré tout, et à constater souvent que c'est précisément quand nous acceptons de relâcher notre emprise que les plus belles opportunités pointent le bout de leur nez. Chapitre 6. Au-delà du mythe du destin immuable. Au fil des chapitres précédents, nous avons déconstruit un à un les mythes qui entravent notre relation à la chance. Nous avons vu que celle-ci n'est ni une caractéristique innée et figée, ni le fruit du pur hasard, ni une force qui se plierait à notre seule volonté. C'est une danse subtile entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe, entre notre capacité à saisir les opportunités et notre faculté à accueillir l'inattendu. Mais il est un dernier mythe, plus profond et plus insidieux peut-être, qui continue souvent de nous freiner dans notre capacité à attirer la chance, celui du destin immuable. Cette croyance en une forme de fatalité qui régirait nos vies, une force supérieure contre laquelle nous serions impuissants. L'idée que tout serait déjà écrit, que nos efforts ne pourraient rien changer au grand livre de notre existence. Vaste programme. En réalité, cette croyance est peut-être la plus paralysante et la plus déresponsabilisante de toutes. C'est une forme extrême de mentalité de victime, où l'on se démet totalement de son pouvoir créateur. On se voit comme un fétu de paille ballotté par les vents contraires, un pantin désarticulé entre les mains d'un marionnettiste cruel. À quoi bon se battre, faire des efforts, prendre sa vie en main, si tout est joué d'avance, si nos joies et nos peines sont gravées dans le marbre de toute éternité? Pourtant, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que cette vision déterministe ne résiste pas à l'analyse. Bien sûr, il y a dans nos vies une part d'éléments qui nous échappent, de données sur lesquelles nous n'avons pas de prise immédiate. Notre patrimoine génétique, notre lieu et notre milieu de naissance
certains événements extérieurs qui nous tombent dessus sans crier gare. Autant de variables qui peuvent nous sembler relever d'une forme de fatalité. Mais entre ces éléments de départ et le chemin que prendra effectivement notre vie, il y a tout un univers de possibles. Un espace infini de choix, de décisions, de bifurcations qui n'appartiennent qu'à nous. La façon dont nous allons réagir à ces données initiales, le sens que nous allons leur donner, la manière dont nous allons composer avec elles pour écrire notre histoire. Tout cela relève de notre liberté fondamentale en tant qu'être humain. Prenons un exemple concret. Imaginons deux personnes nées le même jour, dans le même milieu défavorisé, avec des dispositions génétiques similaires. Selon la théorie du destin immuable, leur vie devrait suivre à peu près le même cours, déterminé par ces conditions initiales. Pourtant, nous savons tous d'expérience que ce n'est pas le cas. De ces deux personnes, l'une peut s'enfoncer dans le déterminisme en le prenant pour argent comptant, quand l'autre va au contraire tout mettre en œuvre pour s'en affranchir. C'est là qu'intervient notre pouvoir de choix et de création. À chaque instant, consciemment ou non, nous prenons des décisions qui façonnent activement le cours de notre vie. Certaines peuvent nous sembler anodines sur le moment et se révéler capitales avec le recul. D'autres nous paraissent cruciales et se révèlent finalement moins déterminantes qu'on ne le croyait. Mais toutes participent de ce grand origami existentiel, par lequel nous donnons forme et sens à notre destin. Bien sûr, ces choix ne se font pas dans un vide éthéré, indépendamment de tout contexte. Nous sommes influencés par une foule de facteurs, notre éducation, notre culture, nos croyances, nos peurs et nos espoirs. Mais en dernière instance, c'est toujours nous qui tranchons, qui disons oui ou non, qui empruntons telle ou telle voie. Même ne pas choisir est encore un choix, celui de se laisser porter, de subir plutôt que d'agir. En ce sens, notre destin n'est pas quelque chose qui nous serait imposé de l'extérieur, une sentence irrévocable qui flotterait au-dessus de nos têtes. C'est le fruit d'une co-création permanente entre ce qui nous est donné et ce que nous en faisons, entre les opportunités qui se présentent à nous et la façon dont nous les saisissons, entre les aléas de l'existence et la résilience créatrice que nous leur opposons. Loin d'une soumission aveugle à un hypothétique grand horloger, cette vision nous rend au contraire acteurs et auteurs de nos vies. Elle nous replace au centre du jeu, non pas comme des êtres omnipotents qui contrôleraient tout, mais comme des co-créateurs avisés, en dialogue constant avec le mystère de l'existence. Notre chance n'est ainsi ni une donnée extérieure sur laquelle nous n'aurions aucune prise, ni le fruit de notre seule volonté qui pourrait tout plier à ses désirs. C'est la résultante de cette danse incessante entre la part de fatalité et la part de liberté qui nous constitue. Réintroduire ainsi du jeu et de l'indétermination dans la mécanique trop bien huilée du destin peut faire peur. Cela nous confronte à notre responsabilité fondamentale dans le cours que prendra notre vie. Plus moyen de se défausser sur une sentence implacable ou une malchance intrinsèque. Nos succès comme nos échecs portent irrémédiablement notre sceau, celui des choix petits et grands que nous posons chaque jour, de notre courage ou de nos renoncements face aux défis de l'existence. Mais c'est le prix à payer pour entrer pleinement dans notre souveraineté. Pour quitter les habits étriqués de la victime ou du spectateur impuissant et endosser ceux, autrement plus saillants, de l'aventurier audacieux à la barre de son navire. C'est le tribut de notre liberté que d'accepter d'en répondre, plutôt que de laisser une mystérieuse fatalité décider pour nous de notre destinée. Et si cette responsabilité peut paraître écrasante, elle est aussi formidablement exaltante. Car elle ouvre le champ des possibles, là où la croyance en un destin gravé dans le marbre le referme inexorablement. Elle nous rend à notre pouvoir créateur, à notre capacité à influencer le cours des choses par des choix conscients et avisés. Elle nous permet d'introduire de la beauté et du sens là où il n'y aurait qu'une morne succession d'événements subis. Ainsi, plutôt que d'accepter passivement un soi-disant destin, nous voici invités à le façonner, à le pétrir de nos décisions et de nos actions. Non pas en le violentant, ni en le pliant à nos seuls désirs égotiques, mais en composant avec lui une partition à 4 mains, où l'imprévu a toujours sa place.
Nous devenons les co-auteurs inspirés de notre épopée personnelle, en dialogue vivant avec le grand mystère. Cela demande certes de lâcher nos illusions de toute puissance, nos fantasmes de contrôle absolu sur une vie par nature incertaine. Mais ce lâcher-prise est la clé d'une puissance autrement plus vaste, celle de surfer avec grâce et agilité sur les vagues de l'existence, en épousant leur mouvement plutôt qu'en le contrariant, en accueillant les événements comme autant d'invitations à exercer notre créativité, plutôt que comme les arrêts inéluctables d'une fatalité extérieure. En fin de compte, croire en un destin immuable, c'est abdiquer notre plus grand pouvoir, celui de faire de notre vie une œuvre d'art à part entière, de lui insuffler la marque de notre singularité, de notre audace et de notre feu sacré. C'est refuser la formidable aventure d'être au monde, avec ses risques et ses vertiges, pour l'anesthésie rassurante d'un itinéraire balisé. Et si notre chance ultime résidait précisément dans ce jeu entre destin et liberté? Dans cette possibilité qui nous est offerte de tresser notre fil d'or à la grande tapisserie cosmique, d'y apporter notre touche unique et vibrante, et si, paradoxalement, c'était en renonçant à être les seuls maîtres de notre sort que nous attirions sur nous les plus hautes faveurs de l'existence. Il y a dans le tango une belle métaphore de cette relation subtile entre destin et liberté, déterminisme et choix. Dans cette danse de couple, il y a bien une structure, des pas de base, un rôle dévolu à chacun des partenaires. Mais à l'intérieur de ce canevas, c'est une infinie liberté de création qui se déploie. Pas une seule danse qui ressemble à une autre, pas un instant où les danseurs ne soient en train de réinventer la chorégraphie en l'adaptant à leur relation unique. Ainsi en va-t-il de notre danse avec la vie, ce pas de deux mystérieux entre ce qui est écrit et ce qui s'invente. Il nous appartient d'en faire une rigide et terne reproduction de figures imposées, ou au contraire un feu d'artifice vivant, toujours renouvelé, de grâce et de créativité à chaque instant. La partition est peut-être prédéfinie, mais l'interprétation nous appartient, avec sa part irréductible d'improvisation. Alors, quelle vie voulez-vous danser? Celle d'un destin subi, d'une malédiction inéluctable, d'une chance toujours absente ou confisquée? Ou celle d'une aventure co-créée à chaque pas, d'un jeu passionné avec les forces qui nous traversent et nous dépassent, d'une chance apprivoisée comme la plus fidèle des partenaires? La réponse est en vous, dans votre audace à faire de votre existence une œuvre en perpétuel devenir, dans votre détermination à y apposer votre sceau unique, par-delà les vicissitudes du sort, dans votre consentement émerveillé à cette grande ronde de l'imprévisible où seuls les vaillants sont conviés. Alors que la danse commence, que votre plus beau destin s'écrive ici et maintenant, entre lâcher-prise et créativité, abandon inspiré et engagement flamboyant. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour en être l'artiste enchanteur, le héros solaire, l'amant transi. Osez, jouez, créez, et laissez la chance vous étreindre de son amoureuse et implacable exigence.